BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Oui, 7e jour de grève à la SNCF. Et puis en même temps, on voit bien les intermittents qui ont décidé de se mettre également en grève depuis maintenant une semaine. À Lyon, les Nuits de Fourvière qui sont en grève. Aujourd'hui, la Comédie Française, Phèdre, qui est annulée, menace évidemment, grosse interrogation sur tous les grands festivals de l'été, Avignon, Aix-en-Provence, etc., etc. Est-ce que vous avez l'impression que tout s'enraye, qu'il y a une contagion? Donc on continue le débat avec nous. Tiens, qui prend la parole? Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche. Alors, il y a un ras-le-bol sans doute dans ce pays, dans lequel beaucoup de choses se mettent. On mettent. va parler des taxis la semaine dernière aussi. Oui. Alors, moi, tout à l'heure dans l'échange qu'on avait un peu vif, moi je laisse pas passer le fait que, y compris les cheminots ou d'autres, veulent des réformes. Les gens veulent de l'amélioration. Mais je disais qu'il y a des tours de passe-passe sémantiques, c'est que bien sûr ce qui est appelé une réforme est une contre-réforme ou quelque chose qui remet en cause des conditions de travail, la qualité d'un service public. Alors, après, prenons les dossiers, prenons le temps, autant que possible on le fait dans cette émission, sur les intermittents du spectacle par exemple. Là, ce qui est visé, est-ce que chacun doit savoir que, premièrement, le principe de l'assurance chômage, c'est normalement de mutualiser l'ensemble des salariés. Et là, c'est curieux que, depuis un moment, le MEDEF veut en quelque sorte singulariser la question des intermittents du spectacle et de la culture. La culture, ça rapporte de l'argent. C'est pas complètement le MEDEF, c'est le gouvernement dans la réforme de l'assurance chômage. Là aussi. Attendez, bon. Mais c'est quand même une exigence du MEDEF qui veut notamment arrêter au départ, bien sûr. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que, malgré tout, ce que rapporte la culture, c'est 58 milliards d'euros à notre économie. D'accord? Et le problème des intermittents du spectacle, de ce statut particulier qui permet qu'il y ait de la création, c'est 300 millions. Je veux dire par là que si on veut défendre... C'est à l'UNEDIC de payer ça. Mais c'est le quart du déficit. C'est sans aucun doute à voir, y compris que il y a d'autres systèmes de cotisation à mettre en œuvre. Tout cet argent que cela rapporte, il faut sans aucun doute revoir que notamment les organisations patronales cotisent plus pour permettre que tous ces gens de la culture puissent continuer de travailler. Là, je vois même Madame Parizeau qui aujourd'hui dit qu'il faut défendre le statut d'intermittent du spectacle. Qui soutenait les intermittents. Non, mais j'entends bien, ça veut bien dire quelque chose. Un homme comme Jack Lang, je veux dire, c'est pas que la parole du front de gauche qui peut sembler parfois excessive, mais écoutez ce qui se passe, c'est quelque chose de profond. J'ai envie de dire que c'est l'identité de la France, quoi, cette culture particulière et populaire. Bon, et là encore, je termine sur une chose, sans aucun doute qu'il y a eu de l'abus, et j'ai envie de dire, vous, la télévision peut-être aussi visée, je dis vous de manière générale. Les sociétés de télévision. Que là, moi, je suis ouvert à ce qu'on discute. Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'abus, de l'utilisation? Bien sûr. Et que, discutons de ça. Donc, des réformes, il en faut, mais pas des réformes qui sont, une fois plus, subies par des gens qui sont déjà en situation précaire et qui vont encore plus être plongés dans la précarité. Emmanuel Le Chypre. Le problème qu'on oublie souvent, c'est que malheureusement, pour avoir et ça va peut-être paraître paradoxal, mais pour avoir un bon service public de qualité, il faut que ce service public soit excessivement bien géré et que la liberté de choisir si on veut, par exemple, que le chemin de fer soit un service public ou pas, c'est qu'il soit bien géré. Sinon, il n'y aura pas d'autre choix un jour que la privatisation. Attends, je termine. C'est exactement ce qui s'est passé au Royaume-Uni, parce que l'histoire du Royaume-Uni sur les privatisations des chemins de fer, on vous la raconte à l'envers. Ouais. L'histoire, c'est que vous aviez un monopole public qui croulait sous la sclérose, qui était gavé de 2 milliards de livres de subventions par an, qui n'a fait aucun investissement d'infrastructure, et les gens avaient déserté le train. Les Anglais ne prenaient plus le train jusqu'au moment où ça a changé, au milieu des années 90. Mais là, à partir du milieu, à partir du milieu des années 90, le fameux accident de Paddington en 99, c'est certainement pas parce que les entreprises privées qui étaient aux commandes depuis 3 ans avaient fait n'importe quoi que cet accident a eu lieu. C'est parce qu'on a eu des années de sous-investissement et 40% de hausse du trafic les 5 premières années, parce que les gens sont venus. Tout ça pour dire que si on ne se rend pas compte sur les intermittents comme sur la SNCF que la priorité absolue c'est d'avoir des règles de bonne gestion et de productivité, et quoi qu'on en dise, la SNCF doit faire des efforts de productivité, il n'y aura pas d'autre choix un jour que de privatiser ce service, parce qu'on n'aura pas été capable de le préserver comme service public, et on n'aura qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Alain Fabre, là aussi, même question, le gouvernement qui a décidé de signer donc l'agrément sur les intermittents, il a raison d'aller jusqu'au bout? Écoutez, l'accord du MEDEF et passer les syndicats me paraît le bon, si vous voulez. Et oui, encore, MEDEF plus 3 syndicats. Tout à fait, qui me prévoit en plus une réforme minima. L'ambiguïté sur les intermittents du spectacle, c'est qu'en fait, ça n'est pas un régime d'indemnisation du chômage. C'est autre chose. C'est de la gestion d'un secteur d'activité parfaitement respectable, mais qui en réalité n'a rien à faire dans un régime d'indemnisation du chômage. Le MEDEF, bien sûr, le dit, et comme il le dit, on le critique d'avoir des intentions sournoises, mais je me souviens qu'à l'époque, la précédente convention, c'est François Chérec qui avait dénoncé cette situation troublante. Et il disait qu'en fait, les salariés entre guillemets classiques n'ont pas à financer un régime d'indemnisation du chômage qui en fait est un système économique
parfaitement logique par lui-même, mais qui ne relève pas d'un système d'indemnisation du chômage. Donc c'est là où il y a un truc qui ne va pas, c'est que chaque fois qu'on prononce le mot réforme en France, ça devient un mot porno. Et donc effectivement, on peut rien dire. Et donc il faut trouver autre chose. On parle de ça veut dire quoi, l'aménagement, l'assouplissement, mais le mot réforme est devenu un mot tabou. Donc effectivement, tout le monde se crispe, alors que c'est indispensable. Ça veut dire quoi? On préfère la révolution à la réforme? Oui, c'est ce que disait Raymond Aron, c'est que les Français aiment les révolutions et pas les réformes. Et moi, je crois que c'est ça qui est en cause. Finalement, on sait bien faire les unes et on sait pas faire les autres. Quand on met tout bout à bout, au fond, d'ailleurs, d'une certaine manière, alors je pense que parfois il y a un peu nostalgie quand on entend Jean-Luc Mélenchon, au fond c'est ça. La dernière bouffée d'oxygène révolutionnaire, l'espèce du mythe révolutionnaire, etc. C'est d'ailleurs parfois très beau sur le plan de la rhétorique, mais c'est la réminiscence du passé. Et je crois qu'aujourd'hui, mais ne soyez pas comme ça systématiquement. Attendez Alexis, je voudrais terminer. Ce qui est assez troublant, au fond, c'est que les syndicats veulent pas jouer non pas le jeu, mais leur jeu. On voit très bien ce qui se passe dans d'autres pays, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suède, etc., où c'était le cas, où il y a un dialogue social qui est assez vivant. Hein. Et donc c'est dommage que les syndicats français préfèrent la surenchère à la responsabilité. Alors, tiens, Alexis Corbière, qui est le secrétaire général du parti de gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Allez-y. Non, mais écoutez, moi, il faut pas utiliser ce vocabulaire provoquant et méprisant pour des gens qui... Il n'y a pas de mépris. Alors, Alexis Corbière. Si, précisément, parce que vous savez, moi, je suis pour des réformes. Dans ce pays, tout le monde veut des réformes. Et tout le monde veut vivre mieux, d'accord? Il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité, beaucoup de gens qui... Est-ce qu'elles sont pas difficiles à mettre en place? Parce que ce qui est appelé une réforme, bien souvent, est une remise en cause de conditions de travail, une mise en concurrence, une compétitivité accrue demandée aux salariés qui ont déjà un taux de productivité particulièrement élevé et une détérioration du service public. Prenons un exemple. Remise en cause davantage catégorielle? Par exemple, je vais prendre un exemple. Sur le fait qu'on ait mis en concurrence le fret aujourd'hui, et que ce qui a été fait a pour conséquence, pour vous dire quand même, je sors des questions sociales et j'aborde des questions environnementales, le fait que la pratique, notamment des routes, a augmenté pour les transports de marchandises et la part du ferroviaire a baissé, d'accord? Il y a de plus en plus de camions sur les routes et de moins en moins de marchandises qui sont transportées par le train. Parce que précisément, on a mis en place quelque chose qui n'avait pas pour but l'intérêt général, mais la recherche du profit, et que certaines entreprises privées de transport, notamment de camions, s'occupent de ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Il y avait tellement de grèves chez ce nouveau transporteur. Ah bah c'est la réalité. Donc il y a énormément d'entreprises qui sont passées par la route parce qu'elles en avaient marre de passer sur... Mais où est l'intérêt général quand on fait rouler de plus en plus de camions sur les routes et qu'on utilise de moins en moins le réseau ferroviaire? C'est ça que veulent nous dire aussi. Je répète, écoutez, mon argument, vous ne voulez pas y répondre, mais je dis que dans beaucoup de villes de province aujourd'hui, vous avez des zones de désertification dans lesquelles les gares sont fermées de plus en plus tôt, vous n'avez personne derrière les guichets, y compris ça pose des problèmes de sécurité, et que quand les cheminots se mettent en grève, ces gens, ces privilégiés, ces pourris, ces galeux que vous décrivez, mais qui acceptent de perdre une journée ou deux de salaire pour dire nous voulons... Je caricature aussi, mais non, mais attendez, on les a quand même ici sur ce plateau traités de privilégiés. Vous savez, dans ce pays, des privilégiés, il y en a. C'est pas les gens qui travaillent à la SNCF. Je le répète parce que, y compris, ça montre bien de quelle manière, ce que je disais tout à l'heure, il y a des tours de passe-passe sémantiques. C'est devenu incroyable. Un fonctionnaire qui, je le répète, termine sa carrière à 2 200 € est devenu un privilégié. Pardon? À quel âge? À quel âge? Mais vous savez de quoi vous parlez? Oui, bien souvent à 50, à 60 ans, ça dépend ce qu'il fait. Mais même si, je vois bien ce que vous pointez. Les conducteurs, mais vous voulez des conducteurs de TGV qui roulent à 60 ans? C'est ça que vous voulez? Mais moi, je suis pour que... faire autre chose. De quoi vous parlez? Ils en seraient tout à fait capables. Est-ce que c'est risqué? Un pilote d'avion. Attendez, lorsque vous commencez un TGV, lorsque vous prenez votre train à 6 h du matin, vous êtes levé à 4 h du matin, alors, y compris là-dessus, vous voulez revenir en cause? Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Sérieusement, médicalement, est-ce qu'un conducteur qui a 60 ans peut conduire ou pas un TGV? Moi, ce qu'atteste aujourd'hui la médecine du travail, etc., la sécurité, et je crois qu'il faut soutenir ça. Non, il vaut mieux pas, il vaut mieux qu'il arrête. Il est souvent physiquement usé. C'est quand même d'une grande intensité au travail. Je veux dire, il faut avoir. Vous dites non. Permettez-moi de vous dire qu'un conducteur de SNCF, il s'en compte beaucoup plus éprouvé dans son travail que le mien, le vôtre. Je crois qu'il faut avoir du respect pour les travailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre bien. Je termine là-dessus. C'est que la façon dont, à mon avis, le gouvernement aborde ce dossier, il veut lui un rapport de force. Il veut une victoire politique. Et dans cette affaire, c'est plutôt lui qui la veut. Manuel Valls, aujourd'hui, voilà. Et on a bien compris, et on en revient à ce que je voulais démontrer, j'espère peut-être l'avoir fait, que celui qui est jusqu'au boutiste là-dedans, celui qui veut le scalp de l'autre, en vérité, c'est ce gouvernement. Et je crois qu'il a tort. Bon, on va voir la suite. C'est fini, Alain Fabre? Oui. Non, c'est fini. 10 secondes, alors, mais pas plus. La bonne réforme, c'est celle qui touche à rien. Bon, merci à tous. Merci Alain Fabre, économiste à l'Institut de l'entreprise Emmanuel Le Chip. Merci, rendez-vous demain soir sur BFM Business. Et puis Alexis Corbière, secrétaire
secrétaire national du Parti de gauche. Rediffusion de toute l'émission, bien sûr, à 23h30 pour bien comprendre évidemment cette réforme ferroviaire, les tenants et les aboutissants de cette grève, justement. Qui pilote cette grève? Pourquoi le gouvernement veut rester ferme? Et puis la suite avec le débat qu'on vient de suivre avec Alexis Corbière, avec Alain Fabre, tout à l'heure 23h30 à la télé, à la radio, sur le site internet bien entendu. Bonne soirée, bonne nuit, rendez-vous demain soir mardi à 19h. Bonne soirée.